Nous passons à une autre ville de France, la ville de Lyon, avec Monsieur Adil El Mftouhi. Donc, Monsieur El Mftouhi, qui est donc orthoptiste de formation, installé actuellement dans la très belle ville de Lyon, sur les quais du Son, dans le centre Rabelais. Il est également attaché à l'hôpital des 15-20. Monsieur Adil Mftouhi va nous parler des bases de l'OCT maculaire aujourd'hui et nous en remercions à mon nom et au nom de toute l'équipe de l'AMJO. Monsieur Mftouhi, je vous cède la parole. Vous m'entendez? On vous entend très bien. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de rejoindre, même virtuellement, le Maroc. Donc, j'ai la lourde tâche de finir ce webinaire, surtout après Mohamed Benani et Eric Souyed. Donc, on va revenir au fondement et aux bases de l'OCT, qui est un sujet que j'affectionne particulièrement, car j'y voue une grande passion. Comme vous l'a évoqué tout à l'heure le professeur Souyed, l'évolution technologique de l'OCT a été très grande ces dernières années. On est passé respectivement d'un traitement du signal point par point avec le time domain à une analyse fréquentielle du signal avec le spectral domain. Et vous voyez que finalement, on est déjà à la 3e génération de spectral domain. Les spectromètres ont des capteurs qui suivent un petit peu l'évolution des appareils photo et qui ont des sensibilités qui sont de plus en plus accrues et qui ont besoin de moins de lumière pour pouvoir délivrer une fréquence élevée de ASCAN. Et on visualise également que la résolution axiale a tendance à augmenter. Ensuite, on va distinguer également les outils SwapSource. Donc aujourd'hui, on n'a qu'un outil sur le marché de commercialiser officiellement, c'est le Topcon, et un autre appareillage de recherche qui est le Plex Elite. Donc, il faut se rappeler une chose, c'est qu'en OCT, la résolution axiale optique d'un système OCT va être dépendante de la source et de la largeur de la bande. Et on voit bien que pour avoir la meilleure résolution axiale, il faut avoir une longueur d'onde de 800 nanomètres et que plus on va augmenter la largeur de la bande, et plus la bande va devoir être beaucoup plus large. Ce qui explique pourquoi les SwapSource ont des résolutions qui sont relativement moindres. Aujourd'hui, la meilleure résolution qu'on arrive à avoir en SwapSource, c'est sur le Plex Elite, c'est 6,3 microns. Par opposition au spectral domain, on arrive à avoir des résolutions de 3 microns. Donc, on va rappeler un petit peu le principe fondamental du spectral domain. Finalement, l'OCT, c'est un tout petit peu comme un chronomètre de haute précision. On pourrait faire un abus de langage en disant que c'est une échographie optique. On va mesurer des temps de retour. Et le spectral domain, le signal va revenir de manière simultanée sous la forme d'un paquet de fréquences. Et ce paquet de fréquences va être analysé par le fameux algorithme de la transformée de Fourier, qui est valable en spectral domain et en SwapSource, pour pouvoir donner des pics d'amplitude comparables à un échogramme en mode A qu'on va appeler des ASCAN. Par opposition, dans le SwapSource, qu'est-ce qui va changer finalement? Dans le SwapSource, excite le spectromètre, il n'y a plus de spectromètre. On va avoir simplement un capteur unique de haute sensibilité et la source, cette fois, va être pilotée directement par l'ordinateur et dont la longueur d'onde, en fait, va balayer de 1000 à 1060 nanomètres pour pouvoir reproduire ces fameuses franges spectrales. Et pourquoi on arrive à délivrer une vitesse d'acquisition, même en termes d'OCT de recherche de 400 000 ASCAN par seconde, c'est lié également à ce capteur unique de haute sensibilité. Et finalement, qu'est-ce qui différencie véritablement le spectral domain du SwapSource? En spectral domain, le signal sur bruit va dépendre de la focalisation. Ici, vous voyez, vous avez en bleu une focalisation sur l'interface vitro-rétinienne, et plus on va descendre en profondeur, plus le signal sur bruit va diminuer. À l'inverse, si on a une focale corrélienne, elle va augmenter en fonction de la profondeur. Alors qu'en SwapSource, finalement, le signal sur bruit va être constant, quelle que soit la profondeur. Et donc, quand un nouveau système arrive sur le marché, il convient de pouvoir le comparer finalement au gold standard. Et ici, quand vous voyez ce B-scan, en haut, vous avez une image en SwapSource avec le DRI de Topcon, et ici, avec l'Heidelberg. Et on voit bien qu'on arrive à visualiser l'épaisseur de la choroïde sur les deux clichés, mais on voit bien que le signal de surbruit est beaucoup plus important, quelle que soit la profondeur, avec une bonne visualisation de ce DPV par opposition au Spectralis. Et donc, finalement, l'avantage du SwapSource, c'est d'avoir un signal sur bruit qui soit constant, quelle que soit
la profondeur. Donc, c'est sa vitesse d'acquisition qui va déterminer également sa force, mais également sa longueur d'onde. En web source, on a une longueur d'onde qui est beaucoup plus importante, de 1050 nanomètres, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure rétrodiffusion du signal derrière l'épithélium pigmentaire et qui va nous permettre d'avoir une meilleure résolution derrière l'épithélium pigmentaire, notamment de la choriocapillaire et de la choroïde. On va pouvoir visualiser une topographie de la choroïde et avoir une meilleure visualisation également du contenu vitréen. Il faut se rappeler qu'en OCT, on a toujours deux images. On a toujours une image virtuelle, qui est l'image qui est à l'écran, et une image qui est à l'écran et une image virtuelle qu'on ne voit pas. Et ça, c'est la spécificité de la transformée de Fourier. Et finalement, dans cette image virtuelle, on va avoir un signal sur bruit qui sera beaucoup plus important au niveau de la choroïde. Et c'est finalement le fameux principe de l'EDI, qui était de pouvoir utiliser cette image virtuelle pour pouvoir mesurer et quantifier la choroïde. Et donc, en pratique, vous voyez, ici, ça, c'est l'image à l'écran. Et là, la même image avec la focale EDI, on visualise bien une augmentation du bruit au niveau de la choroïde, et de la sclère, particularité de la transformée de Fourier. Et cette fonction est valable, bien entendu, dans tous les appareillages d'OCT. Donc, cette fonction EDI nous a permis de pouvoir explorer la choroïde normale et sa distribution avec une choroïde qui a tendance à s'amincir à l'approche du nerf optique. On a des épaisseurs moyennes en général de rétrofovéale qui sont de 287 microns, en moyenne une épaisseur nasale de 145 microns et une épaisseur temporale de 261 microns. Et toutes ces valeurs vont varier également en fonction de la longueur axiale. Donc, on va pouvoir distinguer, grâce à l'EDI, l'anatomie de cette choroïde, notamment de la zone de Sattler ou des artères choroïdiennes, mais également la zone de Haller ou des gros-troncs veineux. On visualise bien cette dilatation des gros-troncs veineux, notamment dans l'entité de tous les phénomènes liés à la pâquille choroïde. Et donc ici, un exemple où on arrive à bien visualiser un œdème choroïdien dans un syndrome d'effusion uvéale avec hypotonie et ses plis caractéristiques. Et l'œil contralatéral qui avait une cataracte, on voit une choroïde moindre. Et on voit bien que dans les effusions uvéales, on a l'habitude d'avoir des hématomes choroïdiens périphériques, mais on voit que ça affecte également la région maculaire. On a pu aller mesurer également l'épaisseur de la sclère, et notamment chez les patients qui présentaient des maculadomes, où on a pu mesurer les épaisseurs sclérales allant au-delà de 1000 microns. Et donc, plus on va réaliser de moyen-âge, et plus on va aller au-delà de cette sclère, quasiment jusqu'à la capsule de Theunet. Une des bases de l'OCT, finalement, c'est de pouvoir apprendre sa sémiologie et son anatomie. Et finalement, quand on commence en OCT, il faudrait presque avoir ce schéma qui est une des nomenclatures à la suite d'un consensus international, et on va pouvoir reconnaître les différentes tuniques, interfaces et réflectivités, notamment une des réflectivités ici moindre qui est hyporéflective, qui est la nucléaire interne, et toutes les réflectivités au niveau de la couche des photorécepteurs, et notamment ce nouveau consensus international où on va visualiser ici la myosoid zone, qui est la partie interne des articles internes des photorécepteurs, l'ellipsoïde zone, qui est la partie externe des articles internes des photorécepteurs, les segments externes, la zone interdigitation et le complexe épithélium pigmentaire, membrane de Bruch. Et en fait, la membrane de Bruch est peu visible quand elle est collée à l'épithélium pigmentaire. Et donc, ici, les mêmes images de manière un petit peu plus grossie, et qu'on doit également aux travaux de Rick Spade et de Kirchhoff qui ont fait des corrélations entre des coupes histologiques et les coupes OCT, et toujours garder à l'esprit finalement qu'en OCT, on analyse des interfaces. Donc, la réflectivité en OCT maculaire, on va avoir du tissu qui va être hyper-réflectif. Donc, hyper-réflectif qui va être représenté en blanc, en nuance de gris, ou en rouge quand on est en fausse couleur. Donc, le sang, les exudats, les fibres optiques sont hyper-réflectifs. L'épithélium pigmentaire, la choriocapillaire, les vaisseaux sanguins, la plexiforme et le pigment. On va avoir des atténuations des ombrages de signal avec les hémorragies, certaines lésions pigmentées. Et on va avoir également un signal hyporéflectif qui sera noir en échelle de gris ou bleu en couleur, notamment pour les photorécepteurs, la nucléaire externe, l'hyaloïde, les œdèmes, les espaces optiquement vides et les décollements.
Donc, on va évoquer ensemble les différents artefacts d'acquisition et de mesure. Donc, l'OCT est une technique optique qui va être très dépendant de la qualité des milieux. Donc, on va avoir des absorptions du signal, notamment en cas d'opacité, œdème cornéen, opacité cristallinienne, opacification capsulaire, un trouble vitréen, des cônes d'ombrage sur l'image, des opacités ponctuées du cristallin, des corps astéroïdes, des corps flottants, des exudats et du sang. Comme ici, à l'époque de l'OCT3, on voit bien cette fibrose stromale qui atténuait énormément le signal OCT. On a la possibilité, avec nos appareillages, d'aller visualiser également le cristallin et voir toutes les différentes opacités du cristallin. Ici en bas, vous avez une petite cataracte nucléaire chez une enfant de 12 ans qui avait une baisse d'acuité visuelle. En OCT, on a pu aller visualiser cet aspect-là de manière relativement précise. Donc, les opacifications capsulaires, on va pouvoir les quantifier et les mettre également dans le dossier en même temps que l'examen maculaire. Les hémorragies intravitréennes diffuses, lors des DPV normaux, on peut avoir des épanchements très diffus. Et en OCT, on va pouvoir quantifier également ces cellules hématiques qui ont en général un aspect beaucoup plus fusiforme par opposition aux ponctuations dans les hyalites qui sont beaucoup plus rondes et ponctuées. Les corps flottants, l'OCT en face va nous permettre de pouvoir quantifier et d'imager ces corps flottants, que ce soit en OCT en face Wi-Fi ou en OCT en face classique, puisqu'il y aura une vertu didactique vis-à-vis du patient. Alors, quelques astuces sur la procédure d'acquisition. Réaliser toujours une analyse 3 dimensions ou une analyse raster maculaire et péripapillaire. Un OCT en face, associé ou non à l'OCT angiographie. Ajuster toujours le focus, soit pour le vitré ou la choroïde, mais également en fonction des pathologies à analyser. Réaliser les coupes les plus larges possibles, soit avec une analyse radiaire par le déplacement du scan sur l'image de contrôle, et parfois diminuer le nombre de sommations de scan brut en cas de mauvaise fixation ou d'importants troubles des milieux. Attention, quand on réalise trop de sommations, on peut aller gommer certains détails, notamment des micro-rips de la couche des photorécepteurs. Si vous faites un moyen-âge de 100 B-scan, vous allez gommer certains détails et parfois il convient de pouvoir analyser l'image brute. Donc, la sommation d'images en OCT nous a permis de pouvoir mieux souligner et magnifier la visualisation des différentes interfaces, parce qu'avec les images brutes, il y a beaucoup de micro-mouvements, micro-saccades qui vont induire des micro-artefacts et qui vont altérer la qualité de l'image. Et la sommation de ces différents scans va permettre de souligner ces interfaces. Attention, parfois, comme je vous l'ai expliqué, la sommation peut pouvoir générer des artefacts. Ici, c'était un suivi d'un néovaisseau occulte. On visualise sur le cliché brut des logettes d'édème maculaire cystoïde avec quelques exudats de résorption. Et regardez ici, quand vous moyennez plus de 100 fois, vous démultipliez les exudats et vous diminuez les logettes d'édème maculaire cystoïde. Et là, pareil, un suivi d'un néovaisseau occulte avec un œdème macrocystoïde. Et là, vous voyez ici que le patient a bougé pendant l'acquisition et on a des artefacts et la même acquisition 20 secondes plus tard où on fait disparaître ces artefacts. Donc attention. Comme l'a rappelé tout à l'heure Mohamed, effectivement, l'OCT, c'est pas juste une coupe, il convient d'avoir une analyse en 3 dimensions et parfois une analyse cubique pour pouvoir revenir sur les coupes de manière aisée. Chez ce patient qui présentait des néovaisseaux préépithéliaux prédominants, mais également associés à une petite néovascularisation occulte. Et ici, on voit bien le site d'effraction de l'épithélium pigmentaire. Quelques conseils pour l'acquisition, notamment quand on veut améliorer l'imagerie du vitré. Donc, il convient d'utiliser la bonne focale et de produire un défocus de plus 1,50 à plus 2 dioptries pour pouvoir améliorer le signal sur bruit en avant durant l'acquisition. Et ensuite, en post-processing, on va saturer les images. Et en pratique, vous voyez, une fois qu'on a réalisé l'image, on va pouvoir saturer cette image et on va pouvoir ici mieux visualiser le contenu de cette traction vitréo-fovéolaire et la bonne visualisation de la bourse prémaculaire et de l'aire de Marteggiani. Ici, à notre cas d'un DPV débutant, on voit très bien ici la bourse prémaculaire et également les fibres prévasculaires avec cet aspect très peigné de la hyaloïde. Un autre cas ici, on distingue bien cette bourse prémaculaire avec l'aire de Marteggiani. Et donc, on peut avoir ces images assez facilement en OCT en ajustant la bonne focale. Et ça va être la même chose en OCT en face. On va retrouver ces deux pockets intravitréens. Et donc, on peut s'amuser également sur des coupes un peu plus larges à avoir un petit peu de dynamique parce qu'on sait qu'avec l'âge, on va avoir une communication entre la bourse prémaculaire et l'aire de Marteggiani. Dans le DPV normal,
on peut aller chercher la hyaloïde postérieure, et en inférofovéolaire, on a toujours un peu cet aspect d'invagination en doigt de gant avec cette rétraction de la hyaloïde postérieure qui est très caractéristique, qu'on retrouve quasiment chez tous les patients. En swab source, on va pouvoir également optimiser en changeant la focale aussi et encore améliorer la visualisation du contenu intravitréal. Et donc, là aussi, l'OCT a considérablement évolué, notamment sur la longueur des scans. Maintenant, on va pouvoir avoir des scans beaucoup plus longs, de 16 mm, mais également avoir des profondeurs d'acquisition maintenant de 6,25 mm qui vont nous permettre de mieux visualiser les patients présentant des staphylomes myopiques et de mieux visualiser les rapports vitréo-rétiniens. Pour la choroïde, c'est pareil, il ne suffit pas de se positionner en EDI, il va falloir modifier la focale et se mettre sur une focale de -1 dioptrie et d'augmenter le nombre de BSCAN en fonction de la lésion que l'on va étudier. Si on veut étudier des tumeurs oculaires, on peut même aller jusqu'à 200 BSCAN. Ici, chez un patient qui présentait des pachy-vaisseaux, on a réalisé un moyen-âge de 200 BSCAN, et on réalise bien ce décollement séreux avec ses nombreuses altérations de l'épithèle pigmentaire et ses pachy-vaisseaux juxtapapillaires. Et ici, dans les hémangiomes choroïdiens qui se laissent facilement traverser en OCT, on a réalisé un moyen-âge de 200 BSCAN pour aller voir la limite de cette lésion et de pouvoir la mesurer. Donc, on a besoin également d'ajuster le focus en EDI. Et donc, on peut également aller chercher certaines informations qui auraient pu, bien entendu, être vues au fond d'eux. Les cartographies d'épaisseur, on les utilise tous. Attention, elles n'ont de valeur que de valeur informative. Elles peuvent être très facilement artefactées, notamment en raison des troubles des milieux, des staphylomyopies, de la désorganisation du tissu rétinien, car elles dépendent de la reconnaissance d'interface et de la réflectivité. Elles ne sont pas comparables d'un appareillage à l'autre, parce qu'elles ont des algorithmes qui vont être différents d'un système à l'autre. Et on sait que l'épaisseur moyenne normale est aux alentours de 300 microns. L'OCT en face, le professeur Souillette vous l'a dit, c'est un tremplin finalement vers l'OCT en géographie. Donc l'OCT en face résulte d'une somme de nombreux BSCAN bruts que l'on va obtenir au travers d'une acquisition qu'on appelle un cube. La densité de BSCAN et l'espacement entre eux va constituer la résolution du cube. C'est ça qui est important, c'est l'espacement entre les BSCAN et le nombre de BSCAN. Et ça va nous permettre d'obtenir des informations sur la surface des lésions en fonction de la profondeur souhaitée et de l'espacement de ces BSCAN, de l'espacement de la tranche que l'on va analyser ou ce qu'on appelle le SLAM. Et donc, ça va avoir une vertu de dépistage. Ici, vous voyez, vous avez un en face de 9 x 12 chez un patient chez qui on voit des amincissements rétiniens. Donc, on voit différentes altérations de l'épithèle pigmentaire chez ce patient qui présentait une CRSC chronique. Et regardez ici, on met très bien en évidence la pachychoroïde, beaucoup plus prononcée du côté gauche. Et donc, l'OCT en face va nous apporter des renseignements complémentaires et notamment également sur la topographie de la choroïde. On utilise également l'OCT en face, qu'on utilise de l'OCT angiographique, comme sa résolution augmentée. Et vous voyez bien la différence entre les deux générations. Sur cette membrane épirétinienne, on voit bien l'épicentre. Vous me direz que voir l'épicentre, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui nous intéresse, c'est le suivi. Parfois, ces forces de traction vont se modifier au cours du suivi et on va avoir des modifications de l'épaisseur parce que la force mécanique va se redistribuer. Et donc, ce sera intéressant de pouvoir l'observer en OCT en face. Après la chirurgie, on va pouvoir analyser également les données FEL qu'on va pouvoir comparer aux plaintes du patient, que l'on voit également très bien ici sur les clichés couleurs. Mais ça, c'est l'OCT en face, issu de l'OCT angiographie. L'OCT en face va nous permettre également de pouvoir voir évoluer la DMLA rétrophique au cours du suivi et l'extension de ces plages. Et on a une très bonne corrélation par rapport à l'examen de référence qui est l'autofluorescence. Ça va nous aider également pour certains détails. Ici, vous avez des dépôts réticulés et vous voyez bien en face ces aspects en aile de papillon qu'on va comparer à l'autofluorescence et on va retrouver ces aspects caractéristiques. Et donc, l'OCT en face va conforter dans cette analyse. On va pouvoir maintenant visualiser de manière excessivement précise l'épaisseur de fibre nerveuse, excite le cliché en lumière bleue, et dans certains cas, on voit bien que certains déficits fasciculaires sont des déficits qui sont non glaucomateux, comme dans ce cas de fossettes colobomateuses. Donc, on a bien compris que finalement, l'OCT en face n'est qu'un complément d'information dans l'analyse globale de l'OCT, et finalement au même titre que l'OCT en géographie. Quelques petites astuces. Quand on va analyser le bruit, tout à l'heure, le docteur Tracy a montré comment différencier une hyaloïde densifiée d'un décollement rétine en modifiant le gain. On va pouvoir faire la même chose en OCT en diminuant le bruit de l'image pour pouvoir aller isoler
des couches du complexe dans certaines lésions un petit peu complexes. Donc, n'hésitez pas à aller modifier le bruit de l'image. Regardez ici ce patient qui présente des néovaisseaux préépithéliaux avec un décollement séreux bien visible ici. Si vous diminuez le bruit, on visualise bien en fait ici le site d'effraction de l'épithélium pigmentaire. Donc, on va pouvoir utiliser ça en post-acquisition. Les questions que tout le monde se pose, c'est finalement, quelle est la stratégie pour analyser un OCT? Il va falloir analyser la distribution, la régularité des couches rétiniennes. La macula est-elle amincie? Toujours à garder à l'esprit la distribution normale des couches rétiniennes en OCT et leur effectivité. Finalement, pouvoir s'accrocher, se poster des différentes couches de la macula et leur localisation. La macula est-elle épaissie, diffuse, cystoïde? Contrôler le respect des couches des photorécepteurs et leur corrélation avec la fonction visuelle. Analyser le plan de l'épithélium pigmentaire et sa régularité. Amincissement, drusène, DEP, atrophie. L'épithélium pigmentaire va avoir une réflexivité également différente s'il est chargé en lipofuscine. Et si vous comparez un épithélium sain d'un épithélium avec des drusènes, l'épithélium avec des drusènes a souvent une réflexivité qui est beaucoup plus majorée, qui est liée à son infiltration par la lipofuscine. La membrane de Bruch, elle est distinguable ou anormalement visible. Quand on a des processus atrophiques débutants, la membrane de Bruch va se charger en réflectivité et va s'épaissir et parfois est prise à tort pour l'épithélium pigmentaire. Y a-t-il du fluide ou un décollement sérorétinien? La choroïde est-elle épaissie de façon diffuse, focale, pachychoroïde, pachyvaisseau? Et analyser sa réflectivité, car si la réflectivité augmente, c'est qu'on a une atrophie d'épithélium pigmentaire et qu'on a un effet fenêtre. Quelques petits cas cliniques rapides pour analyser un petit peu la stratégie d'analyse. Ici, on a un cas d'un décollement de l'épithélium pigmentaire avec quelques migrations pigmentaires. Donc, c'est très caractéristique d'un DEP drusénoïde. On n'a pas ici de signe de décollement sérorétinien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on regarde finalement que la rétine en regard est amincie. Et quand on prend la même épaisseur et qu'on compare ça à une rétine normale, on voit bien qu'on a déjà un processus atrophique. On voit ici que sous l'EP, on va avoir une réflectivité qui va être plus importante avec des travées parce que l'EP est déjà en train de s'atrophier et donc finalement, il est un petit peu comme une passoire. Ensuite, on va essayer de localiser chaque couche. La membrane de Bruch, épaissie, pas épaissie, l'épithélium pigmentaire, régulier, pas régulier. Est-ce qu'on a une réflectivité entre l'EP et la membrane de Bruch? Donc ici, on voit bien des néovaisseaux occultes avec un décollement séreux rétinien. Là aussi, on va regarder le plan de l'épithélium pigmentaire, on le retrouve. On a une structure hyperréflective en avant de l'épithélium pigmentaire, donc ce sont des néovaisseaux visibles. Ici, le décollement séreux, une petite logette d'œdème maculaire cystoïde. Ici, on voit bien qu'on a une atrophie de la nucléaire externe. Et ici, on voit un effet fenêtre au niveau de la choroïde en rapport avec l'atrophie. Dans d'autres cas également, là aussi, on va essayer de suivre les différentes tuniques. C'est un patient qu'on suivait pour sa DMLA. On a le sentiment qu'il y a un pseudo-décollement sérorétinien, mais on va suivre les différentes couches et on voit ici que la limitante externe s'enroule et c'est en rapport ici avec des tubulations externes dans un processus fibroatrophique. Donc, on va toujours suivre cette régularité des couches. Ensuite, l'OCT maculaire est riche d'informations également dans toutes les neuropathies optiques glaucomateuses. Quand je rentre dans l'œil d'un patient, je sais déjà s'il a un déficit glaucomateux. Pourquoi? Parce que je vais regarder également sa nucléaire interne. Je vois normalement la nucléaire interne, ici, elle est au milieu de la couche. Ici, pas du tout. Donc, ça signe déjà un déficit glaucomateux. On va regarder sa réflectivité. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est le relief des vaisseaux. Si vous avez un relief des vaisseaux ici, c'est que vous avez un déficit fasciculaire, alors que normalement, dans une rétine normale, on a une concavité qui est relativement uniforme. Donc, finalement, l'analyse en OCT, c'est la réunion de tous les éléments. Le B-scan, l'OCT en face, qui est l'OCT structurel, et l'OCT en géographie. Et finalement, tous ces éléments sont indissociables dans leur analyse. Donc finalement, en conclusion, la réalisation d'un OCT nécessite une systématisation dans la procédure d'acquisition et d'analyse pour extraire toute l'information clinique. L'OCT B-scan, l'OCT en face, l'OCT en géographie sont complètement indissociables pour obtenir une analyse OCT précise. Savoir réaliser ses propres examens avant d'en déléguer son acquisition est fondamental pour en appréhender les limites. Et l'évolution technologique de l'OCT ne cesse d'évoluer et nous promet encore de belles perspectives dans la compréhension des mécanismes physiopathologiques. Et je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Meftouhi. Donc, je vais vous avouer, on avait plein de questions, mais au fur et à mesure de votre présentation, donc vous avez répondu à tous les points.
Donc, on va juste vous remercier encore une fois. Votre présentation a été très riche et très complète. Je suis désolée pour les soucis techniques que j'ai eus tout à l'heure. Donc,